Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je remercie d'abord l'organisation de ce colloque et les membres du comité scientifique pour me permettre de vous parler de la manufacture d'armes de Tulle et notamment de la question de l'héritage de cette manufacture aujourd'hui. Ça sera mon intervention. Je rappellerai juste quand même quelques rappel chronologique pour resituer un petit peu cette manufacture. On l'a évoqué souvent hier dans les interventions, pour redonner quand même quelques grandes lignes de son histoire. Mais mon propos portera surtout sur ce qu'il reste aujourd'hui de cette manufacture, à la fois en termes matériels, en termes d'objets, de collections, mais aussi en termes immatériels. Et on verra aussi comment la ville, quel rapport la ville a aujourd'hui avec son passé, et qu'il est au centre d'enjeux importants, et notamment avec la construction d'un musée intitulé « Cité de l'accordéon et des patrimoines de Tulle ». Et on verra en quoi la réalisation de ce projet est importante, notamment pour l'héritage lié à la manufacture d'armes. Pour situer un petit peu donc Tulle, pour ceux qui ne connaîtraient pas, donc on est situé à l'est de la région Nouvelle-Aquitaine, dans le département de la Corrèze. La ville et sa manufacture vont pendant 300 ans, puisqu'en fait l'activité de fabrication d'armement s'est étalée depuis le XVIIe siècle jusqu'en 2006. Et donc la longévité de cette fabrication a façonné la morphologie de la ville et lui a donné une identité forte. L'existence de la manufacture et donc la ville qui lui est liée, se sont développées en étroite symbiose. La ville d'abord a un site naturel particulier, elle s'est développée dans un fond de vallée très étroit, un site de confluence entre la Corrèze principalement et d'autres cours d'eau, Céronne, Montane et Solane. Ce site donc a permis le développement d'activités proto-industrielles utilisant la force motrice de l'eau et qui ont permis l'implantation d'industries de transformation de matières, papeterie ou draperie. La présence sur place ou à proximité de matières premières comme le bois, le charbon, ou les fers de la région d'Hautefort en Dordogne et le grès de Sainte-Féréole, un petit village à proximité de Tulle, vont permettre le développement d'une activité de transformation métallurgique. Cette histoire longue, je la rappellerai ici en quelques lignes parce que cette histoire, elle est évidemment commune. On a vu au fur et à mesure des interventions que Tulle partage avec ses sœurs Saint-Étienne et Châtellerault une évolution, qu'elle s'inscrit dans un réseau de manufactures avec quelques spécificités. Alors pour Tulle, c'est l'ancienneté d'abord, puisque les activités métallurgiques sont attestées dès le XVIe siècle, période pour laquelle les textes d'archives mentionnent la présence de serruriers et d'arquebusiers. Ces premières fabrications d'armes se développent pleinement lorsqu'en 1690, Michel Paufil, maître canonnier, et un magistrat, Martial Fénis de Lacombe, s'associent pour répondre à une commande importante de fusils destinés à l'arsenal de Rochefort. C'est le début d'une fabrication d'armes à grande échelle qui marque la naissance de cette manufacture qui s'auto-qualifie de royale dès 1692. Le règne de Louis XIV va ensuite donner un contexte favorable à l'essor de cette fabrication, qui finit par lui accorder ensuite le titre de manufacture royale en 1777. Tulle, à cette période, comme les manufactures de Mutzig et de Saint-Étienne, fabrique des armes à feu réglementaires de petit calibre pour la marine. Jusqu'à la moitié du XIXe siècle, la manière de fabriquer les armes va peu évoluer. Et il faut imaginer la manufacture à cette époque-là, non pas comme une usine concentrée à un endroit, mais comme un éclatement en fait de plusieurs lieux dans lesquels se répartissent les fabrications, les différentes étapes de la fabrication plutôt, à la fois à l'extérieur de la ville, avec les nombreux moulins présents sur les affluents de la Corrèze, et dans la ville et ses faubourgs. On a affaire à un système proto-industriel, avec comme base de travail la boutique-atelier dans les faubourgs de la ville. À l'issue des guerres de la Révolution et de l'Empire, la fabrication des armes militaires connaît d'intenses innovations techniques. Tulle n'échappe pas à ces progrès et les innovations de la révolution industrielle vont permettre la mise en place de machines-outils spécifiques à l'armurerie.
Pour Tulle, cette révolution se fait entre 1857 et 1866. La manière de fabriquer change et s'accompagne d'une transformation des lieux de production. C'est à cette période-là que l'on a besoin de concentrer les ateliers en un seul site. On choisit alors d'implanter à la confluence, cette fois, de la Corrèze et de la Solane, un site, les ateliers sur un site. C'est le rectangle que vous voyez, le grand rectangle donc, que vous voyez, quartier de l'ancienne manufacture. La concentration des ateliers à cet endroit est achevée en 1884 sous l'impulsion du directeur de la manufacture, Jules Bourdon, qui conçoit un grand plan de développement de l'entreprise. À partir de cette date-là, la manufacture, qui est désormais concentrée à un seul endroit, donne naissance à un deuxième pôle urbain. En fait, la ville s'était développée autour d'un premier noyau, concentré autour d'une église et d'une abbaye. Et puis, donc, la manufacture va donner naissance, à la fin du XIXe siècle, à un deuxième pôle urbain, tout autour de la manufacture. Jusqu'à la Première Guerre, la MAT a une activité intense. Le bureau des études devient très actif, surtout pendant la période de l'entre-deux-guerres, et contribue à la mise au point d'armes automatiques. Après 1945, Tulle, par rapport à Châtellerault, va se spécialiser dans l'arme légère en mettant au point la conception et la fabrication du fusil mitrailleur MAT 49. À partir des années 50, elle développe la conception et la fabrication d'armes de moyen calibre. En 1971, elle intègre le groupement industriel des armements terrestres, le GIAT, et au début des années 1990, le GIAT devient le GIAT Industrie. À partir de cette période-là, Tulle entame un déclin lent de ses activités, malgré des tentatives de diversification. De baisse d'activité en plans sociaux, la MAT sera la dernière des grandes manufactures à fermer ses portes en 2006. 1967-2006, c'est la période des dernières transformations à la manufacture, avec la révolution informatique qui va entraîner la mise en place de machines à commande numérique, lesquelles entraînent cette fois une dernière évolution des métiers. D'ouvriers ajusteurs, on a désormais besoin d'opérateurs en commande numérique. Tulle, cette fois, entame une période aussi de lutte, de plans sociaux en réduction des activités. L'activité finit par se réduire en 2006 à 3 unités. Nexter Mechanics, qui est une entreprise qui est aujourd'hui implantée donc, sur le site, un pôle graphique des armées et une unité de maintenance des matériels de l'armée de terre. Donc une longue histoire, une morphologie de la ville qui est effectivement directement liée à l'existence de la manufacture. Ce deuxième quartier qui se développe, qui s'appelle le quartier de Souillac, autour de l'ancienne manufacture, va se doter d'églises, de petits commerces. Les maisons des ouvriers prennent place autour sur les collines, tandis que l'usine étend sa surface dans le fond de la vallée. La présence de la manufacture va aussi provoquer l'implantation d'autres activités liées au savoir-faire en mécanique de précision présent à la MAT. À titre d'exemple, l'usine des accordéons Mogin, fondée en 1919, s'implante dès 1938, juste derrière l'enceinte de la Manu, et les échanges seront nombreux entre les deux entreprises, échanges d'ouvriers, échanges de savoir-faire, et échanges et location de matériel et de machines. D'autres activités vont être liées directement à la présence de la manufacture, comme l'usine de la Marque ou une école militaire préparatoire technique. Du point de vue social, l'empreinte de la manufacture est profonde. Effectivement, entrer à la manufacture constitue un débouché, en tout cas la principale voie professionnelle sur des décennies pour les habitants. Châtellerault a ses Manuchards, Tulle a ses Nez-Noirs. On a ainsi affaire à de véritables dynasties familiales, des générations d'ouvriers de père en fils. Dans les pics d'activité notables, notamment en 1917 et en 1940, la manufacture dépasse les 4600 employés et la ville vit au rythme de la sirène et des sorties d'usines. La manufacture, c'est aussi un réseau social avec des liens de travail qui s'étendent au-delà de l'enceinte de la Manu. Le collègue d'atelier est quelquefois le voisin ou celui avec lequel on joue au rugby. Donc ce sont des liens et des solidarités qui se sont bâtis sur des événements communs qui ont uni les gens. Et les événements de la période de l'occupation, et notamment
les événements de juin 1944 ont créé des solidarités et en tout cas ont bâti des liens entre les gens. Au vu des liens si forts, on mesure alors l'impact du contexte des dernières années de fermeture. Les mouvements de grève, les luttes pour sauver les emplois, le démantèlement du site est ressenti comme une perte douloureuse, d'autant plus que contrairement à Châtellerault, aucune implantation de nouvelles entreprises n'est venue redonner de perspective. La ville a amorcé un lent processus qui a vu sa population passer de 18 880 habitants en 1982 à moins de 15 000 aujourd'hui. Que reste-t-il alors aujourd'hui de cette longue histoire ? En termes de bâtiments, le site a connu, donc ça a été souligné dans une intervention précédemment, ce sont des sites qui tout au long de leur activité ont connu des démolitions et des adaptations en fait par rapport aux productions. Pour Tulle, le site a connu à la fois des destructions et des réutilisations de bâtiments, et ce, dès les années 1990. En fait, le site commence à se transformer en 1990 avec un des premiers bâtiments qui est à droite sur la photo, la transformation du bâtiment 229 qui va être un bâtiment réutilisé par l'actuel centre de formation des apprentis de l'industrie. Donc les autres activités continuent sur le site et ce site-là, lui, devient un lieu qui accueille les apprentis de l'industrie. La majorité des bâtiments vont quand même être démolis. Ce sont les images que vous avez. Les démolitions se passent alors que le site, sur certaines parties, est encore en activité. Donc sous les yeux des ouvriers, et d'ailleurs certaines de ces photos ont été prises par les employés qui donc voyaient disparaître et être démantelé l'outil de production. D'une manufacture close derrière son enceinte, on est ainsi passé à un site qui s'intègre à la ville. La politique d'aménagement urbain, aujourd'hui, vise à en faire le pôle universitaire de la ville. Donc le site fait encore aujourd'hui l'objet de transformations pour accueillir d'autres structures et d'autres centres de formation, notamment l'Institut de soins infirmiers qui va venir prochainement s'implanter. D'autres bâtiments ont été réutilisés, je pense notamment au pôle accordéon qui est installé dans l'ancien bâtiment de direction de la manufacture ou encore l'agence régionale de santé implantée dans l'ancienne infirmerie. Il y a aussi sur le site des constructions nouvelles, un hôtel d'entreprise, un laboratoire d'analyse médicale, un pôle emploi, un restaurant d'entreprise. En termes de protection des bâtiments, aucun des anciens bâtiments de la manufacture n'a fait l'objet d'une protection patrimoniale, d'où aujourd'hui la transformation accélérée du site entre démolition et réutilisation. On peut dire aujourd'hui que la tendance est plutôt à l'effacement de cet héritage et aucun panneau sur le site, contrairement à Châtellerault, ne vient aujourd'hui évoquer l'ancienne fonction à ceux qui n'en connaissent pas l'histoire. Juste pour vous montrer donc les transformations du site, entre 1967, où donc vous voyez une grande concentration du bâtiment, et donc une vue du site aujourd'hui, où on a un site qui est en partie dégagé, en tout cas très aéré, et qui est en train de redevenir un site, un quartier urbain complètement intégré, alors que c'était un site clos. Des bâtiments aux objets, on va passer aux collections. En fait, les collections, là aussi il y a 300 ans d'histoire, donc vous imaginez que l'héritage en termes d'objets, il est extrêmement conséquent. La préoccupation de rassembler les fabrications et de créer un musée est apparue très tôt au sein de la manufacture, dans les années 1890. En fait, cette préoccupation accompagne la mise en place d'une école de formation technique. Il s'agit donc alors de réunir des armes pour les cours et l'instruction. Un catalogue de ce premier musée est établi en 1899 et classe les armes par pays et par type. On y trouve une collection de modèles d'armes à feu, d'armes blanches, d'accessoires, de munitions et d'instruments de vérification. En parallèle à cette collection à usage interne, dès octobre 1893, un courrier du ministre de la Guerre attribue une collection d'armes de diverses époques au musée de la ville, alors naissant, sur demande du conseil municipal qui cherche à constituer un premier musée. À partir de 1922, la construction d'un nouveau bâtiment de direction va permettre qu'une salle soit dévolue à la présentation d'armes dans des vitrines. Il s'agit d'une présentation cette fois de prestige, destinée à montrer l'ancienneté des fabrications de la manufacture aux visiteurs de marque. Nouvelle étape ensuite est franchie. En 1977, la MAT commémore
le bicentenaire des lettres patentes. Et ces commémorations liées à ce bicentenaire vont donner naissance à une série de manifestations et notamment l'installation d'un musée dans un nouveau bâtiment construit à l'entrée du site en 1977. Il est le point d'orgue des manifestations liées au bicentenaire et c'est aujourd'hui toujours l'actuel musée des armes. Une section des Amis du musée est alors créée au sein de l'association Culture et Loisirs qui regroupe nombre d'employés. Donc ce musée est un musée d'entreprise conçu par les employés. Les vitrines sont fabriquées par l'atelier menuiserie et il est inauguré le 8 novembre 1979. C'est le musée de la Manu. Le parcours est chronologique en 10 vitrines. On va apercevoir une photo ancienne et une photo aujourd'hui. Le parcours est chronologique en 10 vitrines. Il déploie un panorama de l'armement, des productions françaises et étrangères du XVIIe siècle, fusils à silex au canon de moyen calibre. Si dans les intentions, il était prévu aussi de montrer l'évolution des conditions de production, dans la réalité, les vitrines vont se focaliser sur les armes uniquement et aucun process de fabrication ne sera montré. C'est d'ailleurs la fierté des ouvriers et des employés, finalement, de ne montrer que le fruit de leur travail. Jusque dans les années 90, le musée reste donc celui de l'entreprise, ouvert aux visiteurs de marque et aux acheteurs potentiels. Dans les années 1990, les combats pour la sauvegarde de la manufacture vont se cristalliser autour du musée. En effet, dans le contexte des années 90, l'État envisage le transfert des collections vers Bourges. La presse de l'époque relaye en titrant « Manu, ton musée fout le camp », où la manufacture ne veut pas déposer les armes. Finalement, devant la mobilisation, une solution de compromis est trouvée et l'État va affecter au musée de l'armée une partie de la collection. Celui-ci prélève une partie des armes pour sa propre collection et les armes restantes seront laissées à Tulle, la ville en devenant dépositaire par convention. 1999, nouvelle étape, le musée est repris en gestion municipale. En 2000, alors que le démantèlement de l'usine et des ateliers est amorcé, est créée une nouvelle association qui, on le verra un peu plus tard, joue encore un rôle aujourd'hui aux côtés du musée. Il s'agit de l'Association des Amis du patrimoine de l'armement de Tulle. Elle se donne pour mission la sauvegarde des objets et documents de la manufacture. Son action sauve ainsi de la disparition entre 2000 et 2006 un certain nombre de matériels et documents. L'association continue à jouer un rôle actif aujourd'hui et à conserver un certain nombre de matériels et documents toujours aujourd'hui. Pour l'heure, 40 ans après son installation, si le musée des armes a peu évolué dans sa muséographie, un changement notable a concerné le statut des collections. Depuis 2008, l'attribution du label Musée de France garantit aujourd'hui leur inaliénabilité et leur transmission dans un cadre public. Alors voilà, juste pour vous décrire un petit peu la nature de ces collections aujourd'hui, c'est un musée qui conserve un peu plus de 6000 objets qui sont répartis en 3 fonds qui correspondent à 3 entités propriétaires, donc un fonds de 381 armes, propriété du musée de l'armée en dépôt au musée, un fonds de 312 objets, propriété de l'Association des Amis du patrimoine de l'armement, et un fonds propre d'un peu plus de 5000 objets, propriété de la ville. Sur la typologie de ce qu'on peut trouver dans cette collection, on va trouver donc essentiellement des armes à feu petits et moyens calibres. Hop. Donc je vous ai mis juste quelques éléments emblématiques. La collection débute avec une pièce, la pièce la plus ancienne, qui est cette platine à silex, qui est emblématique pour Tulle, puisqu'elle est marquée d'une inscription Paufile à Tulle, Paufile étant le fondateur de la manufacture. Donc voilà, cette platine marque en tout cas le début chronologique de notre collection. Si les armes de la manufacture de Tulle sont présentes, elles ne sont pas majoritaires, puisqu'elles représentent seulement 14% des armes à feu que nous avons. On trouve ensuite au sein des collections des armes didactiques, des armes en coupe, des armes d'essai et de nombreux prototypes. On va avoir aussi des exemples de production civile à des moments où la manufacture, notamment après la Seconde Guerre mondiale, a tenté de diversifier ses fabrications. On trouve donc les armes de chasse,
des brouettes qui furent au catalogue de la manufacture. Et puis, dernier exemple d'une tentative de diversification dans les années 1993, le GIET Industrie avait étudié la fabrication de caddies de supermarchés et la manufacture de Tulle avait réalisé les moules. Donc, elle a développé des compétences en plasturgie. Et donc, c'est un caddie qui se trouve aujourd'hui dans les collections du musée et dont on est très fiers. Autres objets, effectivement, que l'on trouve en dehors des produits finis, on va trouver cette fois beaucoup d'objets, de matériel, qui sont liés directement à l'école d'apprentissage, qui a fonctionné de 1886 à 1986 pour la dernière promotion. Donc, on va trouver à la fois les exercices d'ajustage, les machines que vous avez qui sont des tests d'entrée à l'école d'apprentissage, tous les instruments de mesure et de vérification, des chefs-d'œuvre, et puis des pièces qui sont en fait des mécanismes pédagogiques. En fait, il s'agissait de montrer les principes mécaniques qui régissent la mise en mouvement de nombreuses machines-outils. Donc tous ces modèles de mécanismes sont des réalisations collectives des élèves, mais se trouvaient dans l'école d'apprentissage. Donc voilà, on trouve peu d'objets qui sont liés à la vie des ateliers. Ça, c'est une des lacunes de la collection qu'on essaie aujourd'hui de compléter, notamment avec la dernière arrivée qui est l'horloge pointeuse, les casiers de fiches de pointage et autre lacune importante, contrairement à Châtellerault, nous n'avons qu'une machine-outil puisque l'usine a été démantelée. Alors à plusieurs périodes dans son histoire, mais notamment sur la dernière décennie, tout est parti, tout a été ferraillé, et donc nous n'avons aujourd'hui dans les collections qu'une seule machine-outil, une fraiseuse Barrican, datée de 1889. Alors on conserve dans nos collections d'autres objets qui, eux, sont plutôt liés à la vie et aux rites et aux pratiques de ce monde ouvrier. Ce sont les objets qu'on appelle le travail de perruque. En fait, il s'agit de productions qui n'ont rien à voir avec la production réglementaire, mais qui sont en fait du travail réalisé par les ouvriers dans l'entreprise avec le matériel de l'entreprise, mais pour un usage complètement différent. Il s'agit soit d'objets domestiques, on a des exemples de machines à pâte ou de machines à couper le tabac, et puis aussi de cadeaux de départ en retraite. Ces cadeaux de départ en retraite marquent un temps rituel dans la vie des ouvriers et donnent lieu à des fabrications spécifiques. Ce sont pour certaines, en tout cas, des modèles réduits qui sont des chefs-d'œuvre de mécanique et de précision. Pour certains, à portée plus humoristique, mais on en a un certain nombre dans la collection du musée. Donc là, vous voyez ici, machine à couper le tabac. Alors, juste pour terminer, du point de vue de la mémoire et de la mémoire ouvrière, en fait, depuis 2006, rien n'avait été collecté de cette mémoire-là. On doit l'initiative de Peuple et Culture, en 2018, d'avoir réalisé une série d'enregistrements des ouvriers. Plus d'une soixantaine de personnes ont été filmées. Et donc, ces témoignages ont donné lieu à une exposition qui s'est appelée « Une vie à la Manu » et qui s'est déployée sur les 2 musées de la ville. On voit ici une partie des portraits d'ouvriers qui ont été réalisés pour l'occasion de cette exposition. L'idée, c'était de pouvoir relier ces témoignages avec les objets que nous avions dans le musée. C'était aussi la volonté de pouvoir aujourd'hui faire sortir cette histoire du seul quartier du musée des Armes et de la déployer sur toute l'histoire de la ville. La ville porte aujourd'hui un projet de musée, puisque la ville possède des collections différentes et dispersées aujourd'hui dans plusieurs bâtiments, plusieurs musées, 2 musées labellisés Musée de France. Et donc la volonté, c'est plutôt de réunir dans un seul et même bâtiment les collections aujourd'hui dispersées. Le projet qui est pensé s'intitule Cité de l'accordéon et des patrimoines de Tulle et il donne effectivement la collection dominante que souhaite mettre en valeur la ville. Les collections d'armes ont été l'enjeu de débat, ont été l'objet de débat, au cours de la réflexion par rapport au contenu de ce musée, puisque cette partie-là de l'histoire était pour certains, n'avait pas sa place en tout cas pour certains dans ce futur musée. Pour certains, il s'agissait plutôt d'effacer cette histoire et de finalement ne pas lui donner de place dans ce futur musée. Donc ça a été une
bataille, on peut dire, en tout cas pour que l'histoire de la manufacture d'armes soit présente dans ce futur musée. Et que voilà, il fallait imposer cet héritage sans lequel le nouveau musée allait être amputé d'une grande partie de l'histoire de la ville. Ce qui a été proposé, c'est que ce soit une approche non plus sur le produit fini, contrairement au musée des armes actuel, mais plus une approche liée à l'histoire des hommes, à la mémoire ouvrière, au sein d'un espace qui soit non plus le musée des armes, mais un parcours manufacture d'armes. C'est donc ce qui est prévu au sein de ce futur musée, qui est aujourd'hui à l'étape de projet. On en est à l'étape avant-projet sommaire, puisque le projet scientifique et culturel a posé les bases de cet ensemble-là. Si le parcours sera réduit en termes d'espace, la perspective d'avoir une scénographie mettant plus en valeur aujourd'hui la mémoire ouvrière nous permet d'espérer que la transmission de cette histoire se fera. En tout cas, elle est aujourd'hui à un tournant important, puisque 40 ans après la fondation du musée des armes par la dernière génération d'employés, il s'agit de faire aujourd'hui un musée pour les prochaines générations, celles qui n'ont pas connu cette histoire. Voilà, donc je résumerai mon intervention en disant que le rapport de la ville aujourd'hui à cet héritage, il est partagé à la fois entre une tendance à l'effacement de l'esprit des lieux pour ce qui est du site et puis des perspectives de valorisation pour ce qui est des objets. Voilà, je vous remercie de votre attention.